Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Daphné Valsin et c'est avec grand plaisir, vraiment grand plaisir que moi porte émission ça pour nous jeudi. Jeudi, moi avec l'autre invité d'honneur Livre Folie, moi t'ai recevoir première, mais j'espère que tu as regardé l'émission. Là, moi avec Louis-Philippe D'Alembert qui c'est une invité d'honneur pour 28e édition Livre Folie qui a fait semaine ça parce que Livre Folie c'est surtout en ligne du 13 au 19 sur www.livrefolie.com et en présentiel, jusqu'à 16 juin, dans Caribé Convention Center, côté que M. D'Alembert, M. Dumas, qui c'est l'autre invité d'honneur là, Pierre-Raymond Dumas, avec tout l'autre auteur qui en signature a sous place pour signer un livre. Et l'autre livre besoin, c'est sous site là pour joindre. Donc, on va commencer à faire ça sous pas de faire déjà. Donc, invité pour aujourd'hui, c'est Louis-Philippe D'Alembert. Louis-Philippe D'Alembert, c'est un écrivain, il écrit roman, il écrit poème, il écrit nouvelles, il écrit des essais. Il était passé tout de journaliste et là, je dis à grand paquet de bagages qui dit déjà sur Louis-Philippe D'Alembert, nous connaissons déjà que son monde qui est nominé pour un paquet de prix et qui prend un pile prix tout. Mais on va aller à la base, on va aller vers le lecteur qui est derrière ce grand écrivain. Monsieur D'Alembert, c'est un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour et merci de m'accueillir en fait. Donc c'est un honneur de vous avoir vraiment, parce que ça fait longtemps que nous attendons, vous étiez supposé venir il y a 3 ans de cela, et Covid, etc. Oui, Covid l'a fait, nous pas de Cavini, malheureusement en 2020. Je t'ai proposé, moi, je ne suis pas capable, parce que l'avion pas de voler. Je ne sais pas si on songeait ça. À l'époque, en mars, avril, mai, du moins en France, nous étions vraiment dans ça, long confinement. Et presque 3 mois, nous pas de cas sorti, c'est-à-dire c'était juste une heure de temps sorti, de profiter, sortir, faire un petit courir, et puis sinon, on va te faire même dans le caille. Mais là, la vie reprend, d'ailleurs, on a toute restriction levée. Bon, toute restriction levée, le pas fait lever net. Bon, en termes de voyage surtout? Oui, en termes de voyage en partie, par exemple, même leur passer aux États-Unis, ou obligé de faire un test. Non, mais là, par exemple, dans le dernier week-end, ça là, on a dit que c'est levé, que mon monde qui a déplacé jeudi, il n'a pas besoin de c'est levé, donc il y a plus de liberté. Bon, une belle nouvelle là, bien content parce que d'avoir l'obligé à faire test pour le m'a quitté le pays, donc bien content. Donc là, moi, je ne vais pas faire de retour sur vous, je connais que vous ne me présenter tout. Mais on va aller vers le lecteur, comme je l'avais dit, on va regarder quel livre qui façonne les gens qui l'a aujourd'hui. Donc, pour commencer, quel est le premier livre que vous vous rappelez avoir aimé pendant votre enfance? Waouh, ok, on a une question difficile comme ça. Non, franchement, c'est plutôt ça, premier livre, c'est ça me déclaré livre cowboy. Hein? En fait, à l'époque, moi, j'étais connu en pile cowboy. Ça ne les cowboys là, c'est en français ce qu'on appelle des BD. C'est pas forcément des histoires de western et tout ça. Donc, je connais en pile livre cowboy. Et peut-être l'autre premier livre, je suis capable de dire, c'est. Posez-moi une question difficile là. Ça vous fait remonter le temps? Oui, je ne pas songer vraiment. Vin nous dit c'est poésie quand même. Poésie, mais en même temps, c'est pas un seul livre, parce que c'était dans l'anthologie de poésie, on pourrait être haïtien, René Depestre. Donc, il était vraiment. C'était livre ça, et puis après, pour ça, nous toujours être en poésie, c'est pas ton livre l'été, même si au départ c'est un livre, mais c'est un disque, un 33 tours de Anthony Phelps. Haïti, mon pays que voici. Et parce que Anthony Phelps, Anthony Phelps, on a qui a une belle voix. Donc, monsieur dit poème, on attendait tout le temps. Et en fait, je rencontré un poème là sous disque avant de rencontrer un livre là vraiment. Donc après, beaucoup plus tard, son paquet d'autres livres, il y a 3 livres, vous m'avez parlé de eux là. Le premier livre que vous avez payé avec votre argent? C'est là aussi, c'est encore des BD. Hein, c'est livre Cowboy, qu'on a acheté sous Beau Cathédrale, sous Place Cathédrale. Et puis, ou aller, ou acheter, et puis, ou changer. Je ne pas songer titre là non plus, je ne m'en souviens vraiment pas, mais en même temps, c'était ça, quoi. Et le livre que vous avez lu en cachette, le livre que parents n'ont pas peut-être prêt pour le quitter au lit et qui t'a attiré? C'était une revue
coquine, qu'on appelait que mon frère aîné, je ne suis pas responsable. Donc c'est mon frère aîné qui a 50 plus que moi, donc c'est lui qui a tous les torts. C'est une revue qui s'appelait Union. Donc il cachait dans un petit secrétaire et là j'avais découvert et puis je l'ai lu bien sûr en cachette, quoi. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez prétendu avoir lu? On a des livres qui sont tellement populaires, surtout les jeunes, on a parlé de lui, ou même on doit essayer de le lire, il n'est pas arrivé sous, mais on a un petit peu honte de le dire. Un livre que vous avez prétendu avoir lu? Je crois c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, que je vais lire beaucoup plus tard. Mais on en parlait tellement, et puis tu as lu des extraits à droite, à gauche, etc. Donc, je me suis dit, oui, tu en parlais comme si tu l'avais lu, mais en fait, au fond, tu n'avais pas lu, quoi. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie ou qui a grandement influencé certains des choix importants que vous avez fait pour la suite? Oui, je dirais Compère Général Soleil, quand même. J'en avais lu beaucoup, quand même, avant. Mais quand j'ai lu Compère Général Soleil, ça a été un choc, pour moi, un choc esthétique. Hein, j'avais lu avant Gouverneur de la Rosée, qui était un très bon livre. Mais Compère Général Soleil, non, je me trompe en partie. C'est-à-dire, il y en a deux. Et comme je parle de Gouverneur de la Rosée, je dirais d'abord La montagne ensorcelée de Jacques Roumain. C'est un livre dont on parle très peu. Et donc c'est un livre qui m'a vraiment frappé, mais celui qui va résonner en moi de manière très très forte, c'est Compère Général Soleil de Jacques-Séphane Alexis. On a fois on dit qu'il y a des gens qui lisent pour se détendre, les livres ont des effets sur les gens. Est-ce qu'il y a un livre par exemple qui vous calme ou comme si vous sentez ou si vous qu'on est, si vous retournez dans le livre, ça va bon côté ou après? Mon côté m'a pris. Oui, c'est son livre moi j'ai dit états-unien, je ne dis pas américain parce que je considère que nous aussi, ici on est des Américains, on est du continent américain. Et d'un états-unien qui s'appelle Philip Roth, Portnoy et son complexe. C'est un livre justement, surtout dans nos périodes, je dis à côté des relations entre les races ou entre les gens sont très difficiles, très tendues. Ça nous vient partir des États-Unis. Et Philip Roth a réussi dans ce livre-là, Portnoy et son complexe, mais tout le monde en prend pour son grade, quoi, en fait. C'est un livre extraordinaire, que c'est désopilant, c'est à la fois très sérieux, qui s'attaque aux préjugés, mais en même temps qui fait le choix d'en rire, en fait. Et il y a surtout bon, on nous continue de dire que les garçons vont crier, etc. Mais y a-t-il un livre qui vous a fait pleurer? Un livre qui m'a fait pleurer, je n'ai pas mémoire. C'est parce que vous ne pleurez pas ou... C'est garçon, donc on va crier. Le garçon va crier. Non, on y a me crier. L'homme des plus jeunes, on va crier. Maintenant, j'assume le fait de pouvoir pleurer d'émotion, positive ou négative d'ailleurs, hein, si vous voulez. Mais je n'ai pas mémoire vraiment d'un livre qui m'a fait pleurer comme ça ne me vient pas à l'esprit. Personnellement, je pense avoir pleuré quand en lisant Mes Méditerranée, quand il y a l'ami qu'on a dû laisser derrière. Donc ça, pour cette partie-là, c'était très triste. Quand on l'emmène, tu ne sais pas ce qui va lui arriver, ça c'était dur. Mais on ne pleure pas seulement de tristesse, on pleure de joie aussi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrive, il y a une bouffée d'émotions comme ça qui arrive, tu es tellement content. Et puis c'est des larmes, c'est pas chaud de larmes, mais bon, on a les yeux un peu humides, c'est d'émotions, de belles émotions, quoi, j'ai envie de dire. Et que lisez-vous en ce moment? En ce moment, je suis en train de lire un livre qui va paraître en septembre ou en fin août d'un écrivain ici qui s'appelle Mackenzie Orsel. Donc le livre s'intitule Une somme humaine. Et est-ce qu'il y a par exemple des livres que vous pensez que tout le monde devrait au moins avoir lu une fois? Oui, il y en a beaucoup, il y en a tellement beaucoup. Et j'ai toujours du mal quand on me pose ces questions. Difficile, hein? On nous parler de filles. Et à ce moment-là, je dirais
Et, la trilogie de Marie Vieux-Chauvet, Amour, colère, folie, Amour surtout. Et parmi tous vos livres, vous avez beaucoup écrit, c'est vrai, mais s'il y a quelqu'un, là, il y a un jeune là, qui regarde l'émission, qui n'a encore rien lu de vous, lequel de vos livres vous lui aurez suggéré? Toutes les questions sont si difficiles. Hein, et c'est souvent, quand on me pose la question, je dis, mais attends, si tu as 3-4 enfants, est-ce que tu vas dire que tu en aimes un plus que d'autres, que les autres? Je ne sais pas. Et bon, je sais que les jeunes ne lisent pas des livres très longs maintenant. Mais je dirais quand même, avant que les ombres s'effacent, pour ce que ça apporte à la fois de l'humour, on rit beaucoup dans ce roman qui est pourtant un roman qui décrit une situation difficile. Donc je dirais avant que les ombres s'effacent, et puis ça parle d'Haïti, ça parle d'Haïti de l'extérieur d'Haïti, ça parle d'Haïti de l'intérieur d'Haïti, et ça parle d'Haïti pour les jeunes d'aujourd'hui, je dirais, à une époque pratiquement révolue. Donc, mais ça, en même temps, ça leur apprend aussi un certain nombre de choses peut-être qu'ils ne connaissent pas par rapport à ce pays, comment Haïti, entre autres, a pu aider des Juifs à fuir le nazisme en Europe. Bon, en effet, on retrouve tout un bout d'histoire dans ce livre-là. Oui, parce que l'histoire avec un grand H, c'est aussi ce qui nous définit. C'est pas que ça, mais l'histoire, on est haïtien, un haïtien forcément a un lien avec 1804. Un haïtien forcément a un lien avec l'occupation américaine, par exemple. Donc l'histoire participe de ce que nous sommes, de notre identité. Donc il y a de l'histoire dans ce livre-là, oui. On va toujours rester dans vos débuts un petit peu. Donc là maintenant, je voudrais savoir, c'est quoi? Vous avez commencé avec les poèmes? Oui, j'ai commencé comme beaucoup d'écrivains et d'écrivaines haïtiens avec les poèmes. Et très très tôt, donc, et puis après j'ai continué, bien sûr, et je continue d'écrire de la poésie régulièrement. Et j'ai passé une longue période où je n'ai pas publié de la poésie, mais maintenant, depuis quelque temps, je republie assez régulièrement. Mais justement, il y a beaucoup d'écrivains qui commencent avec les poésies depuis à l'école. Ils commencent avec la poésie depuis à l'école, mais après, ils passent au roman et ils n'y reviennent plus. Moi, je continue. D'ailleurs, mes 2 derniers recueils ont été assez bien reçus. Il y a eu En marche sur la terre en 2017 et en 2021, Cantique du balbutiement, publié aux éditions Bruno Doucet à Paris, qui a reçu le prix François Copé de l'Académie française. Et puis j'ai publié un livre de poche, j'ai repris plutôt des poèmes anciens, des recueils anciens, donc, qui sont publiés aux éditions Point Seuil, paru sous le titre Et le soleil se souvient, Ces îles de plein sel et autres recueils. Donc il y a plusieurs recueils, 4 je crois, qui ont été publiés au Point Seuil. Donc je continue d'écrire de la poésie. La poésie, c'est ce que quand il y a quelque chose à dire de manière immédiate, c'est ce qui me vient directement. Mais est-ce que vous avez des souvenirs du premier poème que vous avez écrit? Pas vraiment. Je sais que ça devait être des poèmes, et ce qu'on appelle poème engagé. À l'époque, j'étais très très engagé politiquement, et je me souviens d'un débat avec Jacques Roche, qui était mon aîné. Et Jacques Roche était l'école Saint-Louis, moi-même de l'école séminaire, donc c'était déjà une rivalité séminaire Saint-Louis, etc. Et puis un jour, comme on était 2 écoles de garçons, donc on allait voir les écoles des filles, etc. Donc je me souviens à l'époque, Jacques Roche était dans Philo, moi-même était dans Réto. Et on s'est rencontrés dans la cour de Saint-François d'Assise avec les filles, donc forcément on essaie de briller devant les filles. Et Jacques Roche qui, lui, écrivait des poèmes d'amour et tout ça, donc forcément les filles le regardaient. Moi je parlais de poèmes engagés, je ne comprenais pas qu'à 17-18 ans, sous une dictature, on puisse écrire des poèmes d'amour. Donc quand on est jeune, on est forcément con. Et donc il faut dire que Jacques Roche a eu plus de succès que moi à ce moment-là, parce que moi je voulais parler de poèmes engagés et lui il écrivait des poèmes d'amour. Et vous avez des souvenirs du premier texte votre premier texte qui a été publié? Oui, le premier recueil, oui, mais je n'en parle pas, mais c'était mauvais, on va dire. Mais des fois, il y a tellement de gens qui publient et
avant de publier, vous avez peut-être eu des avis. Et vous en étiez peut-être fier à l'époque. Oui, oui, on était fiers, mais après, quand on regarde avec le temps, d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à republier, c'est-à-dire, j'ai mis presque 7 ou 8 ans à republier, le temps de lire, d'écrire encore plus et de vraiment publier. Donc, je dis toujours que j'ai commencé à publier le texte, certains textes, d'ailleurs, de ce recueil-là, et Le Soleil se souvient, que j'ai publié en 1987 à Paris. Je dis que j'ai commencé vraiment l'écriture par là, quoi. Avant, je renie tout ce que j'avais écrit avant. Et vous vous souvenez de votre première fois sur scène? Oui, j'étais en terminale, justement, c'est un rapport à la poésie. J'étais en terminale, il y avait la fameuse fête de Saint-Thomas d'Aquin, fête des philosophes. Et là, j'avais mis en espace le texte Mon pays que voici d'Anthony Phelps. Et là, vraiment, j'avais dit le texte que je connaissais par cœur à l'époque. Quel livre considériez-vous comme votre premier succès littéraire? Là, justement, il y a succès et succès, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle succès d'estime et succès critique, et puis il y a le succès de librairie. Et le premier succès d'estime, ça a été mon deuxième roman, L'autre face de la mer, qui s'est assez bien vendu, on va dire, et qui a été traduit dans d'autres langues, qui a été traduit notamment en anglais. Et ça a été un succès d'estime. Après, il y a eu un certain nombre de succès d'estime comme ça, ou avec des prix. Un roman comme Les Dieux voyagent la nuit a reçu le prix Casa de las Américas à Cuba, et puis ça a été traduit, j'ai eu des traductions en italien, en espagnol, en anglais, etc. Mais le gros succès, on va dire, de librairie, ça a été avant que Les Ombres s'effacent, c'est-à-dire j'ai attendu quand même pour avoir... Avant ça, il y avait un livre qui n'était pas un roman, même si ça s'appelle Le roman de Cuba. C'était un document sur l'histoire de Cuba, de Christophe Colomb à Fidel Castro. Et donc ça s'était très bien vendu aussi. Et le premier prix que vous avez décroché? Ça, je m'en souviens très bien, c'était un prix de poésie. Là, j'étais en France, à l'époque, dans l'est de la France, dans une ville qui s'appelle Nancy. Et donc j'avais 23 ans, ou on va dire 23 ans et demi, si le demi a quelque chose, et presque 24 ans, et je passe dans le couloir de la fac de lettres de l'université de Nancy, et je vois un flyer comme ça, avec un concours de poésie. Donc il y avait deux catégories, il y avait les moins de 25 ans et les plus de 25 ans. Et les moins de 25 ans ont publié le livre, je ne sais pas, en 100 ou 150 exemplaires. Les plus de 25 ans ont donné 10 000 francs. À l'époque, qui était pour moi beaucoup d'argent, j'étais étudiant, en plus c'était ma première année, et en France, je n'avais pas le droit de travailler. Et donc 10 000 francs, pour moi, c'était 4 mois de vie, quoi, en fait. Je me suis dit, je tente ma chance, j'envoie le recueil inédit. Et puis après, je reçois, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, tu envoyais un courrier. Donc, j'ai envoyé par courrier. Je reçois un courrier qui me dit, je fais partie des 3 finalistes, qu'on m'invite à venir avec, on me payait le train, l'hôtel, la nourriture. Bon, j'étais très content, j'y allais. Et là, j'arrive, surprise. Donc, on est en 1987. Paf, je reçois le prix, c'était 10 000 francs qui tombaient du ciel, en fait. Et là, j'étais très content, et ça a été le premier prix donc, pour le recueil de poèmes Et le soleil se souvient. Là, on a parlé du prix, mais du prix littéraire, mais pendant qu'on parlait du prix, je vois aussi la partie pécuniaire de la chose. Et enfin, on dit souvent que le métier d'écrivain ne nourrit pas son homme. Et pour vous... bon, c'est vrai que vous ne vivez plus en Haïti, vous ne vivez pas en Haïti, parce qu'en Haïti, où les structures manquent, c'est encore plus difficile. Mais vous êtes à l'extérieur, vous avez des livres qui sont peut-être vendus sur nettement une plus grande échelle et avec une meilleure publicité, mais quand même, que pouvez-vous dire de cet aspect?
C'est que ça met du temps. Donc maintenant j'en vis. Moi je ne vis que de ça, je ne fais que ça. Et avant c'était compliqué, je faisais autre chose. J'étais journaliste aussi. En France, j'ai fait pas mal de résidences d'écriture. Parfois 6 mois, 1 an. J'ai été à la Villa Médicis à Rome par exemple pendant 1 an. Donc pendant 1 an, tu es payé entre guillemets pour écrire, donc j'allais pas me plaindre. Et donc ça me permettait, entre les résidences d'écriture et ce que je pouvais faire comme autre métier, de journalisme, etc. Donc ça me permettait de faire les deux. Et ensuite, j'ai pu enseigner dans les universités à l'étranger de temps en temps, et pas souvent, pas à temps plein, pardon. J'ai enseigné ainsi 2 fois dans les universités aux États-Unis, ou bien en Suisse ou en Allemagne, ou encore à Paris, à Sciences Po. Donc ça m'a permis de compenser. Bon, maintenant, depuis, je crois, une vingtaine d'années, j'ai décidé de ne faire que ça. Même si de temps en temps, je fais des infidélités, j'ai envie de dire, à l'écriture, faire autre chose, mais je vis surtout ces dernières années essentiellement de ça, quoi. Vous avez fait l'école normale, vous êtes journaliste, vous enseignez jusqu'à présent encore d'ailleurs. De temps en temps. Oui. Donc, c'est toujours dans les lettres, je l'avoue, mais est-ce que ces deux métiers-là, comment ça a influencé votre travail, votre œuvre? Le journalisme a beaucoup influencé mon travail, c'est-à-dire, et aussi d'une certaine façon les lettres, hein, je veux dire, parce que j'ai fait de longues études littéraires, donc j'ai fait un doctorat à la Sorbonne en littérature comparée, et ça aide à se concentrer d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à savoir qu'on peut écrire 300 pages, 400 pages, 500 pages et avoir un plan plus ou moins pour y arriver. On sait que ça prend du temps, mais on sait qu'on peut y arriver. Donc ça, c'est la première chose. Le journalisme, de notre côté, ça m'a appris à avoir un angle d'écriture. C'est-à-dire que quand tu écris, tu fais un article, tu ne vas pas parler de tout, tu vas parler d'un sujet en particulier. Donc c'est ce qu'on appelle un angle dans le journalisme. Donc je sais que je ne vais pas tout mélanger. Donc il faut que je fasse un choix. Et le journalisme m'a appris à faire des choix. Et même si un roman est ample, hein, ou bien un recueil de nouvelles, mais je sais que je vais parler de ce personnage-là, je ne vais pas parler de tout le monde. Et ce qui arrive parfois dans des premiers romans, c'est qu'on voit que le récit ou la narration se disperse. Les gens vont à droite ou à gauche, alors que justement, il faut capable Kembe compare, j'en dis encore là, Kembe rythme sous un angle donné, quoi. Donc c'est ça que le journaliste là apprend moins vraiment, quoi. Est-ce que ce serait juste de dire qu'à côté de votre talent inné, vous avez aussi appris à écrire? Oui, moi-même pas quoi en fait talent inné, non. C'est-à-dire que bien sûr, au capable de gagner, au départ, ça me dit qu'elle a une passion pour un bagaille. Donc, et puis au capable peut-être, et encore, une petite facilité tout petit par rapport à d'autres. À l'école, bien sûr, au départ, on connaît monsieur, puis bon en français, ça, puis bon en mathématiques, en physique, etc. Ok. Mais après, si ou pas travail, ou bien travail, c'est-à-dire quantité de travail là, c'est-à-dire la somme de travail pour travailler en pile, et puis il y a une discipline de travail là tout. C'est ça qui fait vraiment sopral le devenu. C'est-à-dire que tout le monde qui a un succès, entre guillemets, ou bien tout le monde qui dit ah, Gadjan tel écrit, Gadjan tel fait, etc. Mais il y a un pile travail d'elle, ou pas, ou même vous avez l'impression que vous allez passer sur un coup pour un verre de l'eau, ou bien pour un bière. Non, c'est-à-dire que vous avez un paquet de travail d'elle, que pas, ou même vous seulement paillettes, ou seulement vous regardez un acteur, ou regardez une actrice, ou regardez un chanteur, ou dit ah, mon cher, monsieur, quand chante, monsieur, il a facilité. Il est capable de faciliter, mais s'il pas travaille, il ne va jamais arriver à un certain niveau. Tout le monde va briller, entre guillemets. C'est-à-dire que un type qui génération pas moins, nous grandit avec lui, c'est un type comme Michael Jackson, par exemple. Mais c'est une bête, ça va une bête de travail. C'est un mec qui travaille tout le temps, jusqu'à ce qu'il travaille à tuer, pratiquement. Donc mais là où monsieur a chanté, a dansé, vous avez l'impression que monsieur il saute dans votre maman et puis il commence à chanter, il commence à danser.
alors que un paquet de travail d'elle. En parlant de travail, justement, je me suis toujours interrogée sur le volume de travail que ça vous prend pour faire un livre. Par exemple, moi, quand j'ai lu Mur Méditerranée, pour moi, j'avais l'impression que c'était un énorme travail de retracer cette histoire. Il y avait des choses qui se passaient en Syrie, il y avait d'autres choses en Érythrée et au Nigeria, et puis ensuite la traversée de la Méditerranée en soi. Et là, encore avant que les ombres s'effacent, on remonte le temps Oui. pour aller vers l'Allemagne, etc. Et puis en plus, avec Milwaukee Kiblo, c'est de l'actualité certes, mais ça demande quand même un niveau de recherche. Ça vous prend combien de temps et c'est quoi le travail qui est fait en amont? Donc, on divise en deux. C'est-à-dire que gagner un travail qui est souterrain, parce que ça vient de lecture qu'on fait dans le temps, ça vient de ce qu'on est, etc., de ce qu'on attendait. Donc c'est un travail qu'il a déjà. Ensuite, il y a le moment où tu décides maintenant de dire que tiens, l'angle, le fameux angle dont on parlait tout à l'heure, que Mbral dans ce sens ça, Mbral fait un livre sur question ça, sur Mur Méditerranée par exemple, ou bien sur Avant que les ombres s'effacent. C'est-à-dire avant que les ombres s'effacent, on est content de parler l'histoire de juifs que Haïti recevoir pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. On a lu 2 ou 3 petits textes et tout, mais pas vraiment entrer dans non et bagarre là. Là, on va commencer à faire recherche. Et là, recherche, ça demande en pile lecture, plusieurs mois de lecture, et parfois années, 1 an et demi, même dans le cas de Mur Méditerranée. Faire des recherches, prendre des notes. Et puis, ça qui est plus frustrant dans bagaille, c'est que vous faites ou je ne paquet de bagaille, vous découvrez un paquet de bagaille. Mais comme nous ne parler de angle, finalement, tu te rends compte que toute bagaille, ça n'est pas utile pour le roman. Mais peut-être que c'est son background, histoire qui est utile pour vous-même, pour camper personnage. Tout à fait, voilà. Donc, vous comprenez pas la passé. Donc, c'est-à-dire que c'est au besoin à un moment donné, parce que après, ça peut vous mettez personnage là. Mais en fait, dans le roman, ça, c'est une histoire d'un personnage fictif, mais qui est entouré de monde qui était existé vraiment. Par exemple, Oussan Camille, ou Léon Lalo, ou Ida Faubert, etc. C'est des mondes qui étaient existés, qui sont en dedans et roman. Donc, les mandats ont une somme de travail, il faut prêt à faire. Si vous n'êtes pas prêt à faire, ce n'est pas la peine qu'on écrit. Mais les idées pour vos livres, ça vous vient, donc, par exemple, on fait passer là, on dit, ah, ce serait un beau sujet ou... Non, pendant que je dormi comme ça, je me fais un rêve. Non, c'est idéal, c'est à la fois lecture, et puis parler à monde, observer, mais observer à l'évine presque naturel, là, ou bien on a parlé, autant de ça, mon nandia, puis paf, il était dans le coin en tête tout. Et puis, qu'on a décidé à un moment d'écrire, toute bagage ça remonter à la surface. Mais je toujours à prendre note de temps en temps, toujours un petit canette, de temps en temps, mes petits bagailles, et puis voilà, ou bien des bagages enregistrés, me dire ça a servi, et ainsi de suite, et puis on joue, il paraît. Là, on va revenir à vos préférences, parce qu'on s'est un petit peu éloigné. C'est tant mieux. Vous avez écrit des romans, écrit nouvelles, écrit poésie, etc. Mais est-ce que vous-même, en tant que lecteur, vous avez une préférence? Alors, allez-vous déjà encore en librairie? Ah oui, bien sûr. Ah, non, c'est impossible que je me parle dans la librairie. C'est-à-dire, moi, je vais dans la librairie volontairement parfois, parce que il y a des librairies qui côté moi était à Paris. Mais en même temps, comme participer dans pile salon du livre, donc dans les salons, il y a les libraires qui viennent. Donc du coup, j'en profite pour faire mes courses, quoi. C'est-à-dire que comme je suis dans le salon, et au moment où il n'y a personne qui vient signer, je me lève, je vais, je regarde, et puis comme je suis aussi l'actualité littéraire, donc forcément je sais qu'il y a tel ou tel livre qui va m'intéresser, quoi. Donc, en librairie, vers qui rayon qu'on peut aller directement, qui a pu intéresser, qui peut attirer? Roman, rayon littérature, forcément, c'est le premier bagage, moi, aller de côté. Et puis après, plus tard, je vais dans le rayon sciences humaines. Mais c'est rayon littérature, mais l'homme gagne temps, et pas gagne temps, puis qu'on a dans le rayon BD, tout, bande dessinée. Parce que l'homme a écrit vraiment, et un roman, c'est difficile pour moi de lire un autre bagage qui n'a pas un rapport avec le roman m'a écrit. Par contre, comme je suis un grand lecteur, je suis vraiment, je lis beaucoup, je ne peux pas dormir sans lire. C'est-à-dire que même si je suis fatigué, si je n'ai pas un livre dans mes mains, je vais mettre une heure avant de dormir.
Or, si je suis très fatigué, je prends un livre et je prends 15 minutes et je dors. Donc, le m'a écrit plus les bandes dessinées. Ou bien journal football, journal l'équipe. Et que tout sport la donne, mais bon, comme c'est fanatique football, c'est ou bien journal, ou bien. Ah oui, bon, je suis joué dans l'école normale supérieure, je suis joué pour l'école normale supérieure. Donc, comme toute l'école normale supérieure, pas de fort. Moi-même, c'est moi qui suis plus fort, moi qui meilleur buteur, c'est-à-dire que au royaume des aveugles, le bornier roi. Donc, c'est moi-même qui ai joué. Je me souviens, j'ai été une série de matchs que j'ai fait dans le stade Silvio Cator. Pour moi, c'était mon heure de gloire, en fait, jouer dans le stade Silvio Cator. Et le dimanche matin, je me souviens, j'ai joué contre l'école agronomie. Et parce qu'au départ, l'homme t'a joué dans l'équipe côté mondial du football, j'étais quand je m'étais fait défenseur ou dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, milieu de terrain. Donc, dans l'école normale supérieure, tout n'est tellement pas de bon. Même si j'étais attaquant à Baïgol. Et dans le stade Silvio 14, je me suis dit, bon, mon passe, je rate, là, tout fait devant moi, et puis je me shooter dehors. Donc, ça a été un traumatisme pour moi dans la tête. Pour revenir à vos préférences, votre dernière préférence, enfin, c'est votre livre dans un premier temps et votre roman préféré? Bon, je me dis ça l'autre jour dans la Nouvelliste. Gonzan qui relève moi, il dit ah mon chat on est écrasé, je ne vais pas prendre ça dans mon. C'est parce que j'avais dit que c'était la Bible. Et parce que monsieur sait que nous sommes toutes nous sommes contre les Marx, nous sommes de gauche, etc. Donc la Bible là, monsieur problème. Et parce que je ne suis pas forcément croyant, c'est ça, ouais, agnostique. Et donc monsieur a fait la Bible là, il ne pas comprendre. Et donc moi-même, m'explique qu'elle est plutôt Ancien Testament, surtout, c'est pas Nouveau Testament qui ont l'autre bagaille. Ancien Testament, c'est un livre côté que où je vois toute l'histoire là-dedans. Où je vois une histoire de guerre, où je vois une histoire d'amitié, où je vois une science-fiction. On sait des bagages qui ont passé, vous comprenez, et Moïse prend un bâton, pas flic après la terre, et puis il tourne un couleuvre, etc. Donc pour moi, ça, c'est bagages science-fiction. Donc, vous comprenez. Il fond la mer, pas en deux, et puis ou bien la mer vient tout rouge, et puis le fond la mer, tout le monde passe dans la mer. Donc, au conseil de bagages comme ça, on dit, bon, c'est belle bagarre, l'autre monde, on applique bagages ça, on fascine, on dit, comment, monsieur, il paraît, il prend un petit baguette, paf, il frappe sur la mer à fond. Donc, ou bien il y a une histoire d'amour, l'on applique Cantique des Cantiques, c'est des poèmes très érotiques, et où je vois dans Cantique des Cantiques là, et Roi Salomon écrit. Donc c'était pour moi-même, en plus c'est pas un seul livre, mais comme il y a la Bible, tout le monde c'est un seul livre, c'est plusieurs livres, c'est plusieurs auteurs. Mais Ancien Testament, c'est un bagage qui bon, maintenant il y a des gens qui croient là-dedans, tant mieux pour eux. Et moi-même prendre avec un peu de recul, avec distance, avec tout respect pour mon sayo, c'est-à-dire que c'est leur choix de vie que je respecte. Mais moi-même prendre avec distance, c'est-à-dire que l'homme prend m'a appelé, c'est une belle histoire. Et ça, c'est un livre. Peut-être un roman, je dit ça tout dans la nouvelle liste là. C'est très compliqué, mais finalement, je voulais prendre un roman, une fille. C'est un roman et une écrivaine états-unienne qui est les Zora Neale Hurston. Et en anglais, c'est The Eyes Were Watching God. Et il a été traduit en français par une femme noire d'abord, ensuite il a retraduit, mais leurs yeux dardaient sur Dieu. C'est difficile à prononcer, mais c'est un livre extraordinaire pour moi-même, parce que qui rappelait un peu Gouverneur de la Rosée, et dans mélange écritural, c'est-à-dire que je suis capable de dire ça, il prend anglais et classique, là, le mélange là, anglais et des rues. Ça va les slangs un peu parler noir, qui gens le fait. Donc, ou une langue la raconter à son langue qui est très classique et puis dialogue très moderne, très dialogue de la rue, quoi, en fait. C'est un livre qui me trouvait extraordinaire. Et d'autant plus qu'à un moment donné, il y a une phrase dans le livre là, parce que c'est une dame et qui vivent un paquet de bagages drôles, il est marié plusieurs fois, il est marié avec un cap battu, il est marié qui était fou pour lui, mais des garçons vagabonds, toujours à courir derrière, à droite, à gauche, et puis il finit avec le mari qui a battu, il tue Marie un jour, etc. Donc il fait des bagages qui sont assez drôles,
Mais il voyageait en pile, il était côté sorti la Kaili, les États-Unis sont un gros pays qui est très gros, donc il fait à droite à gauche. Et puis après, il retourne à la Kaili. Et dans fin livre là, et puis il dit maintenant, il dit que maintenant que j'ai voyagé, je peux vivre par comparaison. C'est-à-dire que entre saleté, ouais, de ça, ouais, comment on dit la Kaili, puis il dit finalement, la Kaili c'est la Kaili, il tourne à la Kaili. Quand vous dites ça, vous allez conclure, mais vous réalisez que vous avez beaucoup voyagé aussi, et dans votre œuvre, il y a un petit peu un bout du monde, mais avec toujours ce clin d'œil sur Haïti. Oui, c'est là une sortie, c'est-à-dire, j'ai le petit monde, maman me dit un proverbe qui est toujours en tête, moi, bourrique mettre pot de chapeau, faut avoir les oreilles quand même. C'est-à-dire que quel que soit, c'est vrai, je vivais en pile pays, je vivais en Italie par exemple longtemps, en pile, et en Allemagne, il y a des pays où je mettais plus ou moins longtemps quand en Israël, ou bien m'enseigner en Suisse, m'enseigner en Allemagne, aux États-Unis, etc. Mais finalement, Haïti est toujours là. Je n'ai même besoin de faire effort pour ça. Son bagage qui est naturel, malheureusement, ou heureusement, je ne connais pas, mais il est là. On va conclure, mais avant de vous laisser partir, j'ai 2 dernières questions. Auriez-vous un rituel particulier quand vous écrivez? Est-ce que c'est un rituel? C'est-à-dire que quand je lève, c'est un réflexe plutôt de journaliste. Maintenant, c'est plus facile avec Internet. Je commençais par les journaux. Donc, ça va passer dans le monde. Je bagarre de journal télévisé parce que je trouvais le choix, c'est un tas d'horreur qu'on te balance au visage. Et même les journaux, c'est son rituel lié pour moi. Et puis après, mes vrais rituels là, c'est corriger ça m'était écrit la veille. Ça m'était écrit la veille, là, je recommencer, me corriger. C'est ça qui permet de avancer dans l'histoire. Et quand Louis-Philippe d'Alembert n'écrit pas, quand il ne lit pas, que fait-il, que prend-il plaisir à faire? Voyager. Voyager et puis, quel que soit le côté miato, regarder football, moi, je suis un gros fanatique. Fanatique qui équipe? Mon problème qu'on y a, c'est-à-dire qu'en tant qu'Haïtien, parce que Haïti parle dans la Coupe du Monde encore, malheureusement, seule fois on est allé là, j'ai un problème haïtien. Le problème, c'est aucune impression. Le bagage est difficile, il réussit à faire, le facile, il n'est pas qu'à faire. Nous allons en Coupe du Monde en 1974, à l'époque, il y avait 16 équipes seulement. Et nous réussissons parmi 16 équipes au monde dans la Coupe du Monde. Après qu'on a 32, nous ne pouvons pas y aller. Après 48 là, nous n'avons toujours pas y aller. Donc c'est ça le problème. Donc quand tout haïtien, j'étais fanatique Brésil et je suis toujours fanatique Brésil. Même un petit problème, c'est le Brésil avec la France, comme moi je vis en France en pile. Donc quand y a un côté pour me chita. Vous comprenez? Donc je me dis bon ok, je vais regarder, c'est un bel football. C'est ça gagnant, je suis content pour lui. Bon, c'est là que je mets un terme à l'émission jeudi. Je connais un pile bagage côté que je déjà sur Google, sur Louis-Philippe d'Alembert. Mais j'espère que l'émission ça leur fin regarder, pour connaître plus sur auteur ça. Et je rappelle nous que rendez-vous c'est 16 juin. Jeudi 16 juin, dans le Caribbean Convention Center, côté que Louis-Philippe d'Alembert a là, avec Pierre-Raymond Dumas qui c'est l'autre invité d'honneur et avec 108 autres auteurs qui ont signature pour édition ça. Il y a plat pour signer pour, mais si vous avez l'autre livre besoin, pas oublier monter sur www.livresanfolie.com pour acheter tout livre besoin. Et il y a plusieurs options à gagner pour livraison. Moi-même, c'est Daphné Valsin. Moi, bon rendez-vous une autre fois encore pour une autre émission avec un autre invité que j'espère que vous allez regarder.